J'ai toujours eu à cœur d'être un passeur, eu à cœur de créer des passerelles entre l'underground, la contre-culture et d'autres publics. Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne, dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeurs de programme, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Jean-Baptiste Guillot, par Étienne Menu. Transmission. Un podcast produit par Arte Radio avec la FAB, Fonds de dotation Agnès B. Jean-Baptiste Guillot est né en 1973. En 2006, à l'âge de 33 ans donc, il a lancé le label Born Bad et depuis les gens le connaissent sous le nom de JB Born Bad. Born Bad, c'est une maison de disques, à l'image de celui qui l'a bâti, indépendante, pugnace et fidèle à une certaine éthique punk et rock'n'roll. Une éthique qui aujourd'hui correspond moins pour JB à un style de musique défini ou à des slogans auxquels plus personne ne croit, qu'à une attitude consistant à faire exactement ce qu'il veut et surtout à pousser ses artistes à faire eux aussi exactement ce qu'ils veulent. Cheveux, Frustration, La Femme, Villejuif Underground, J.C. Satan, Usé, Marietta, Cannibal, pour n'en citer que quelques-uns, Born Bad aime les adeptes de la tension, du bruit et de la liberté, les groupes en conflit avec les conventions sonores et les frontières qui séparent les genres. En parallèle de ses signatures contemporaines, Jean-Baptiste Guillot a, dès le début, voulu faire de son label un outil d'exhumation de la musique francophone oubliée, du proto-punk des années 60 à la minimal wave des années 80, en passant par le psychédélisme camerounais ou la musique pour enfants faite par des jazzeux 68ards. En 2021, Born Bad est donc à la fois l'une des principales plateformes du rock français underground, au sens le plus large du terme, et l'une des plus brillantes structures de réédition de notre patrimoine ignoré. JB nous a raconté l'histoire de cette créature qu'il gère depuis sa maison de Romainville dans le 93. Tous les pionniers du rock français, c'est de la dérision et de l'humour. Les pionniers du punk français qui ont marché, c'est de la dérision et de l'humour. Quand ils ont essayé de faire du punk en premier degré, ils ont signé plein d'artistes punk en major. Tant que ça restait débile et rigolo, ça marchait. Tous les genres musicaux, quand ils arrivent en France, sont appréhendés par le spectre de la dérision. Tu vois, le rock'n'roll en France, ça a été ça avec Boris Vian. Le punk, ça a été Plastique Bertrand. Le rap, ça a été des trucs, tu vois, voilà. Ça, c'est très français. Parce que c'est toujours ce truc en France où on hiérarchise les musiques. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce pays en France où tu as ce qui est noble, ce qui n'est pas noble, et la musique populaire n'est pas noble. La noblesse en musique, pour moi, elle n'a aucun sens. Il n'y a qu'une sorte de musique, il y a celle que tu aimes. Et il n'y a qu'une sorte de musique qui est intéressante, c'est celle que tu as le courage d'aimer. Moi, je suis toujours sidéré, le peu de gens qui ont le courage d'aimer, d'assumer leur propre goût et d'aimer réellement et d'être réellement en phase avec leur goût. La plupart des gens ne se rendent même pas compte à quel point leurs goûts sont conditionnés, en fait. Et je préfère un mec qui me parle avec enthousiasme de The Voice ou de la dernière révélation de la nouvelle star que des mecs qui te parlent avec beaucoup de snobisme d'une cassette ou d'un 45 tours tiré à 3 exemplaires qui est objectivement mauvais, tu vois. Moi, j'ai toujours été choqué par les gens qui disaient que les gens sont des cons, ils veulent écouter de la merde, donnons-leur de la merde. J'ai toujours cru et j'ai toujours eu cette espérance qu'on pouvait éduquer les gens. Je crois dans l'éducation, même si elle est longue et laborieuse. The story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Dans mon environnement familial direct, je vais dire que la musique était peu présente. J'ai souvenir que mon père devait avoir 3 disques. Donc il y avait Armstrong, le Good Book, donc disque de gospel avec tous les tubes, What a Wonderful World, etc., etc. Il y avait un espèce de best-of en cassette des BO de films de Morricone, des films de Sergio Leone, et en alternance avec la symphonie pastorale.
Donc voilà, un spectre en même temps large et décousu. C'est bien plus tard que la musique va intervenir beaucoup plus frontalement, brutalement et bruyamment dans le cercle familial avec un de mes frères aînés qui, fin 70, va devenir punk. Et voilà, et nous familiariser un peu, qu'on le voulait ou non, mon père, ma mère et moi-même, aux Sex Pistols, mélanger des premières Bernard Lavilliers, les Ramones, saupoudrés d'Higelin, voilà. C'est un espèce de micmac comme ça. Tout à fond, par contre. J'ai subi du punk. Donc oui, après, sans doute qu'inconsciemment, ça m'a familiarisé à des musiques un peu alternatives et radicales. En tout cas, voilà, ça m'a familiarisé aussi à tout le folklore punk qu'il y avait autour de la musique, puisque mon frère aîné était avec La Crête, la bande de copains de mauvais genre, tout qui va bien, quoi. Donc évidemment, l'adolescent que j'étais était séduit par tout ça. Je vivais en banlieue parisienne, dans une ville qui s'appelle Le Pec, banlieue plutôt bourgeoise, coincée entre Saint-Germain-en-Laye et le Vésinet. Voilà, en appartement. Je m'ennuie de Richard de Bordeaux, extrait de l'anthologie Wheeze, Psychoraba français 1966-1971, sorti chez Delabel en 2001 sous la direction de Jean-Baptiste Guillot, puis réédité chez Born Bad en 2011. J'ai souvenir qu'adolescent, j'étais un garçon un peu bizarre. J'ai gardé mes potes d'enfance, donc qui étaient avec moi au primaire, donc c'est la remarque qu'ils me faisaient. J'étais un peu le gars avec qui personne ne voulait jouer au foot, à qui on voulait plus parler. Et c'est vrai que quand à l'adolescence, j'ai commencé à être looké, on va dire, à embraser le dogme rock'n'roll avec tout son aspect folklorique, le look, le machin, le bidule, les vieux Vespa, les Perfecto, voilà, comme le vilain canard qui est devenu un beau signe, ça a été un peu mon cas. D'un seul coup, je me suis retrouvé à être une des coqueluches du lycée, à plaire aux filles, et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Très tôt, alors j'ai commencé par le psychobilly, qui est une espèce de version mutante et assez vulgaire du rockabilly, on va dire. Et puis sous influence de mes petits copains, voilà, est venu peu à peu des groupes comme les Jam. Et ensuite tous les groupes qu'on a appelés de British Beat, les Kings, les Small Faces, et puis la Northern Soul, le ska, le rocksteady, voilà, donc on écoutait plein de choses différentes. Je suis complètement passé à côté des musiques dont j'étais contemporain, c'est-à-dire que j'écoutais pas du tout la scène actuelle, même quand le grunge est arrivé, les Nirvana, etc. Je suis totalement passé à côté. C'est bien après que j'ai apprécié le génie que pouvait avoir un Kurt Cobain. C'était encore l'époque où on faisait des cassettes et on dupliquait des cassettes à l'infini. C'est bien plus tard que je me suis mis à chiner les disques. Alors, je chinais des disques, mais à l'échelle de mes moyens, c'est-à-dire très modestement. J'achetais très peu de disques. C'était davantage d'autres copains de la bande qui avaient peut-être un peu plus de sous qui les achetaient et puis qui après les dupliquaient, nous les faisaient passer. Alors les fringues, si on les chinait, évidemment, donc c'était Emmaüs. Après, c'était encore tout. On allait à Londres, on montait à Londres, c'était tout un truc à l'époque. C'était avant, je ne vais pas dire le Thalys, j'ai oublié le nom de l'Eurostar, voilà, donc c'était tout un truc. Il fallait y aller en bateau, c'était une épopée, et puis ou en avion. Voilà, donc j'allais déjà dans les soirées aussi mods en Angleterre. Je suis allé plein de fois à l'île de Wight, plein de fois à Brighton. Donc on partait avec nos petits Vespa des 50 cm3 de la banlieue parisienne. On montait à Calais prendre le bateau. Bon, on partait à 5, on arrivait à 3 scooters. Bon, voilà, c'était tout un truc épique. On arrivait dans les soirées, on se défonçait la gueule pendant 3 jours. On rentrait penaud chez nous et de retour à l'école.
Donc j'ai fait ça, voilà, toute mon adolescence, des espèces de navettes vers l'Angleterre qui était la mère et la patrie de toutes ces sous-cultures, voilà, les mods, les rockers, les skins, les punks. Donc on allait s'abreuver de tout ça dans des soirées qui n'existaient pas encore vraiment à Paris. Donc on allait chercher cette musique qu'on aimait. Puis voilà, le frisson d'être à l'étranger, quoi. Tu es condamné pour avoir tué. Il faut les venger. Y'en a qui arrêtent. Allez, viens, c'est l'heure. Chaise électrique, climat haute tension. Chaise électrique, mon carton tout est bon. Chaise électrique du groupe Electrochoc, extrait de l'anthologie Punk, French Punk Anthems 1977-1982, sorti chez Born Bad en 2013. Il y avait une scène en France, il y avait une scène mode, il y avait une scène rockabilly, il y avait une scène punk, mais ça a toujours resté confidentiel et marginal par rapport à l'Angleterre. Donc oui, c'était une culture de clan, une culture de chapelle, avec ses rites, ses rivalités, ses petites embrouilles au rabais. Enfin voilà, on le connaît tous, ce folklore rock'n'roll un peu bas du front. C'était un mélange de Quiebra et Margerin, quoi. Lucien, c'était ça mon adolescence. Il y avait ce truc-là et j'adorais. Tu te sens évidemment vivant quand t'es gamin, t'as l'impression d'avoir une vie trépidante et à louvoyer d'une scène à l'autre, à éviter les embrouilles, à éviter... voilà, c'était assez jubilatoire, quoi. Oui, il y avait des embrouilles, oui, bien sûr. Mais bon, sans commune mesure, sans sournoiserie, sans perfidie, sans vice comme ça peut l'être aujourd'hui. T'avais un truc un peu romantique dans tout ça, quoi, un peu romanesque. Je suis pas sûr existe encore aujourd'hui chez les ados, quoi, qui sont un peu... Bon, je vais faire le vieux con, mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas vraiment de vice. C'était plus un jeu, un espèce de jeu un peu crétin. Voilà, et tout ça aussi, alors moi c'était la passion, c'était les Vespa, donc on récupérait les vieux Vespa des années 50 et je passais des week-ends entiers à bricoler ça, matin, midi et soir, à trafiquer ça. Pour moi, pour les copains, donc on était toute une petite horde de mecs moitié mods, moitié rockers en scooter à tenir le pavé. Je suis parti modestement des vieux Vespa des années 50 qu'on récupérait aux motos anglaises, les Triumph, les Norton, les BSA, un peu plus tard sur le coup des 20 ans. Et puis après, j'ai basculé dans les voitures américaines. Donc je faisais ce qu'on appelle les lowriders, tu vois, ces espèces de voitures que tu vois dans les clips de rap qui sautent. Donc je faisais des voitures comme ça, on était tous ensemble et on se retrouvait tous les week-ends dans un garage commun que nous avions à côté de Moret-sur-Loing, donc en dessous de Fontainebleau. C'était une ambiance, on va dire, pudiquement assez virile, grosse bagnole, merguez, les Ramones à fond. Et deux membres de ce garage faisaient partie de Frustration, c'est-à-dire Marc, le batteur, et Fabrice, le chanteur. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et quand le groupe s'est monté, tout de suite, j'étais aux premières loges. Et puis surtout, à l'époque, Born Bad étant associé au magasin de disques, qui était déjà bien connu de la rue Keller, avait une image parfois envahissante qui lui collait, qui était celle d'être un magasin très rockabilly, très garage, très rock'n'roll. Et j'avais envie de prendre les gens un peu à contre-pied avec ma première sortie et ne pas aller justement où j'étais attendu. Et c'est pour ça que de débouler comme ça, à un moment donné où le genre musical était un peu tombé en désuétude, le post-punk avait semblé plutôt une bonne idée. Your Body de Frustration, sorti en 2006. Donc après, moi j'ai passé mon bac, j'ai plutôt fait des études supérieures puisque j'ai bac plus 5. Bon, moi j'ai eu la chance, j'ai jamais été bon, j'ai toute ma vie été médiocre à l'école. Donc toute ma vie j'ai eu 10 sur 20. Sans doute du CP au DEA de droit de la propriété intellectuelle que j'ai fait sans grande conviction. Voilà, bon... Avec les études, vous savez, tant qu'on n'est pas confronté à l'échec, on ne se remet pas en question. Donc moi, je passais sur le fil d'une année sur l'autre dans l'année supérieure, donc je ne me suis jamais remis en question. Donc les années passant,
Avec très peu d'efforts, très peu d'implication, j'arrivais à avancer. Donc j'ai été jusqu'au bout du truc, quoi. Et puis après, c'est présenté à moi le cap de la vie active. Donc là, ce que j'avais pas compris en des années, je l'ai compris en quelques temps. J'ai fait un stage dans un service juridique et là, j'ai compris que je voulais pas de ça pour moi, quoi. Une vision d'apocalypse, un futur sans lendemain, un trou noir ou une ellipse qui entraînera la fin. Futur de violence conjugale, sorti en 2012. Où l'humain n'existe plus. Je sais, c'est vraiment un comble, mais toutes les voix se sont tues. Je me suis dit que si je m'engageais dans la voie du juridique, j'allais vraisemblablement y passer les 40 prochaines années. J'étais déjà en souffrance au bout de 15 jours de stage. Je me suis dit, ça risque d'être long. Donc là, il fallait que je me botte le cul et puis essayer de trouver une activité qui puisse être en phase avec mes aspirations profondes. Moi j'étais un jeune adulte, j'étais un peu largué, moi j'étais dans mes trucs, faire des scooters, me saouler la gueule et être avec ma bande de copains. Comment tu convertis ça en métier? Comment t'en fais une profession de tout ça, tu vois? Et je me suis rendu compte que la musique occupait de plus en plus de place dans ma vie. J'organisais déjà des soirées, déjà des concerts, j'étais déjà investi, j'étais déjà acteur en fait de ces scènes-là. Je faisais DJ avec plus ou moins de brio, j'organisais des concerts avec plus ou moins de brio, mais le fait est que je faisais déjà ça. Donc je me suis dit, il faut que j'aille travailler dans la musique. Donc, comme un bon petit gars, j'envoyais mes CV à gauche, à droite, quoi. Voilà, comme le petit banlieusard pecno que j'étais. Et puis, Labels, qui était un satellite de Virgin à l'époque, m'a proposé un stage. Donc, je suis vraiment rentré par la petite porte, en faisant les photocopies, tout le boulot un peu de merde que quelqu'un devait faire, quoi. Et puis voilà, ça a été le pied à l'étrier. Je me suis dit aussi que comme personne allait vraiment me proposer un boulot, il fallait que je me fasse ma propre expérience. C'est-à-dire qu'il fallait que je démontre que je pouvais être capable de briguer les postes auxquels je prétendais. Et c'est comme ça aussi que je me suis mis à faire la compilation Wiz. C'est-à-dire la compilation Wiz, c'est le premier disque que j'ai sorti. Je me suis dit, ça va être un galop d'essai et je vais quand même démontrer par l'exemple à mes futurs employeurs mon savoir-faire. Et voilà, je me suis dit, je vais faire cette compile. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, oui, c'était une compilation qui exhumait, je ne vais pas dire pour la première fois, mais en tout cas une des premières fois, plein d'artistes nés dans les années 60 qui, le temps d'un 45 tours, d'une chanson, avaient essayé de proposer quelque chose de différent de ce que leur imposaient les codes musicaux de l'époque. C'est-à-dire tous ces artistes qui, à l'ombre des Sheila, des Sylvie Vartan, des Dutronc ou Nino Ferrer dans le meilleur des cas, avaient essayé de proposer des choses un peu différentes. Et voilà, les gens ont pu ainsi découvrir avec cette compile une multitude de gens qui, le temps d'un disque, avaient été inspirés et proposé des choses singulières et créatives. Le Papivore du groupe Les Papivores, extrait de l'anthologie Wiz, Psychorama français 1966-1971. Je suis LSD et paranoïaque, c'est psychédélique. Ce n'est pas chic de ne pas me laisser dire n'importe quoi. À l'époque, c'était très difficile d'accéder à tout cela. Il fallait faire un vrai travail d'exhumation. Il y avait un travail de recherche à faire. Moi, après, ça a été des années d'immersion à écouter des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers de disques à la découverte de morceaux qui me semblaient intéressants. Et encore aujourd'hui, maintenant, on appelle ça diguer des disques. Et c'est encore mon quotidien.
Alors, il a changé. Autrefois, c'était les brocantes, c'était les conventions de disques. T'allais chez les gens, t'allais chez les collectionneurs, écouter des heures, des heures et des journées durant des disques. Aujourd'hui, voilà, je passe encore peut-être 1 à 2 heures sur YouTube par jour, 1 à 2 heures sur Discogs, sur eBay. Je fais toutes les conventions de disques, je connais tous les gros marchands de disques. C'est quelque chose qui m'habite toujours, qui m'anime toujours. Je passe ma vie à chercher. Ça a été vraiment ça, cette quête éternelle de quelque chose un peu alternatif, un peu déviant, enregistré en France, quel que soit le genre musical. Le moteur de cette compilation, en fait, Wiz, ça a été justement lors de mes nombreux voyages avec ma bande de potes en Angleterre. Je suis arrivé dans une soirée et le DJ a joué un morceau qui s'appelait Les Five Gentlemen, Si tu reviens chez moi. Tu es très belle, toujours tu riais, tu t'habilles au dernier cri. Et ce morceau a été fondateur de mon intérêt pour la musique française parce que je me suis senti vraiment idiot. Je me suis senti vraiment bête face à cet Anglais qui connaissait finalement mieux notre patrimoine que nous. Moi, j'avais grandi évidemment avec toute cette chape qui existe en France sur la contre-culture française. C'est-à-dire qu'en France, sortie de Gainsbourg, Édith Piaf et Jacques Brel, point de salut, tu vois. Donc, de découvrir que des gens en France avaient proposé des choses différentes, décomplexées et ludiques, putain, pour moi, ça a été une révélation. Et c'est vrai qu'il m'a tenu à cœur de révéler ça au grand public, de dire non, non, non. Plein de gens se sont essayés à faire des choses différentes. Oh yeah! Bernadette du groupe L'Œil, toujours extrait de l'anthologie Wiz Psychorama français 1966-1971. Comment vous appelez-vous? Bernadette. La compilation a vraiment marché, quoi. C'était hallucinant les retours que j'ai eus. J'ai souvenir d'avoir été invité plusieurs fois à la télé, à Nulle part ailleurs, ce genre de choses, tu vois. Ce qui semble complètement surréaliste aujourd'hui et improbable. Et les gens avaient adoré, ça a très très bien marché. Ça a fait des ventes qui laissent rêveur aujourd'hui aux yeux de la conjoncture actuelle. Ça a vendu, je crois que c'était 15 000 disques, tu vois, ce qui est improbable, ce qui n'arrivera plus jamais. Je l'avais fait, voilà, le soir, à la lueur de ma bougie dans ma cuisine, tu vois, je préparais de façon laborieuse et besogneuse ce projet destiné à me faire mousser et me crédibiliser par rapport à ce milieu. Emmanuel Duburtel, qui est un ponte de l'industrie du disque, qui est toujours d'ailleurs en place à la tête de Because, avait écouté, sans le savoir, que moi je travaillais chez Labels, la compilation, et il l'avait adoré. C'est lui qui a signé en un temps record le projet. Et bien m'en a pris, puisque le premier CDI, je l'ai eu chez De Label Éditions, dont était aussi patron de Burtel. Ça m'a donné une légitimité, ça m'a permis de l'approcher, ça m'a permis de lui expliquer que je cherchais un travail. Et c'était le bruit que je recherchais initialement avec ce projet. Lorsque De Label Éditions est revendu et racheté par EMI, on me propose, sans vraiment que je l'ai demandé, un poste de directeur artistique. Ce qui est une sacrée aubaine, puisque de passer des services administratifs à la direction artistique, c'est quelque chose évidemment que j'espérais en secret, mais que j'aurais jamais osé demander. Donc voilà, donc je suis plutôt réjoui. C'est plutôt une fin en soi quand vous travaillez dans ces métiers-là d'être directeur artistique, parce que vous avez cette illusion-là qu'en signant les bons groupes, les bons artistes, vous allez tirer toute l'humanité vers le haut et que enfin les consciences vont s'éveiller, qu'enfin les gens vont cesser d'écouter de la daube. Bon, la réalité que vous découvrez est tout autre. Le métier est bien plus complexe, bien plus compliqué que ça. Et ça, c'est une réalité que je vais découvrir rapidement et qui va profondément me meurtrir. C'est-à-dire que je vais me prendre une grosse tarte. C'est-à-dire que ce métier que j'ai beaucoup fantasmé, que j'ai beaucoup espéré, n'est pas à la hauteur de mes attentes. C'est-à-dire que je découvre d'autres réalités qui ne me conviennent pas du tout. C'est-à-dire que les desiderata financiers prennent quasiment toujours le pas sur ce artistique, que ma liberté de manœuvre est infime et que surtout j'ai des comptes à rendre à plein de gens. J'ai aussi une responsabilité vis-à-vis de tout le personnel de cette société. On est en pleine crise du disque. C'est tous les 6 mois des charrettes de licenciement. J'ai donc une pression
et un devoir, une obligation de résultat, puisque de mes signatures dépend de la pérennité de la société et de l'emploi de Jacqueline à la comptabilité, tu vois. Elle, on n'a rien à foutre que je signe de la bonne musique, qui vend 2 disques, elle, à ce qu'elle veut, c'est que je vende, peu importe que que je signe des artistes honteux, dès lors qu'ils vendent, et qu'elle puisse continuer à remplir son frigo. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à vivre, parce que professionnellement, je suis dans une forme d'apogée. Et je me dis, j'ai quoi, les 25-30 balais. Je suis pas bien. Je suis dans une espèce de dépression molle. Je sais pas à quoi je sers. Je suis inutile. Je suis en train de rentrer dans une espèce de cynisme qui ne me correspond pas du tout. Moi, j'entends un tempérament plutôt enthousiaste et optimiste. Ça laisse rien de bon présager des 30 prochaines années, quoi. Qu'est-ce que je vais foutre si, à 30 ans, je me suis déjà réalisé professionnellement et que ça ne me convient pas? Des lieux associatifs pour les jeunes, Cobra 2014. Des filles en short sur le bord de l'autoroute, des orages sur la plage en plein mois d'août, des milliers d'ados en crise identitaire, en perte de confiance sans aucun repère. Heureusement, le destin s'en mêle. Et je suis victime, pour le meilleur, pour le coup, d'un licenciement. Donc, je fais partie d'une charrette. Vous savez, les actionnaires avaient demandé qu'il y ait 10 millions d'euros de bénéfices. Il n'y en a que 8 millions, donc il y a un trou de 2 millions. Qui c'est qui est responsable? C'est Jean-Baptiste Guillot. Virez-moi ce connard. Donc, on me vire. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que je pars avec un très gros chèque, comme ça arrive peu. Comme c'est assez rare dans la vie, c'est-à-dire je prends de mémoire peut-être 60 000 ou 80 000 euros, je ne sais plus. Et fort de ce pécule, je me dis, que vais-je faire? C'est sans doute un signal que t'envoie le destin pour enfin faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Toujours la même chose, travailler dans la musique. Par contre, je me dis, voilà, il faut que je me donne les moyens, que je trouve la ressource en moi et l'énergie de me lancer, mettre à contribution toute cette expérience que j'ai à profit pour me lancer. Donc, la crise du disque passe son plein, c'est vraiment pas raisonnable. Moi, ma musique d'amour, c'est le rock. Faire un label de rock en France, ça semble d'autant plus présomptueux. Hein. Tout le monde le sait que la France et le rock'n'roll font mauvais ménage en France. Pour paraphraser, je crois que c'était McCartney qui disait, on l'a beaucoup cité, que le rock français, c'était un peu comme le vin anglais. Voilà. Donc, la messe semblait dite. Mais je me dis, voilà, on s'en fout, j'ai de l'argent, j'ai 2 ans de chômage devant moi, lance-toi, au moins, t'auras pas de regrets. Voilà, moi, je suis angoissé par l'idée d'avoir des regrets quand je serai sur mon lit de mort. Burial tombe de Lonely Walk, sorti en 2015. Donc, je me dis, il faut que je me lance. Et la crise du disque passe son plein. Donc, je me dis, quels sont les modèles de labels qui ont marché par le passé? Et je me rends compte que les labels qui étaient associés à des magasins fonctionnaient plutôt bien. Donc, on pense à Rough Trade, mais plus proche de nous, je pensais évidemment à New Rose. New Rose, d'ailleurs, je m'en suis jamais caché, a toujours été le modèle de Born Bad. New Rose, fondé par Patrick Maté et j'ai oublié le prénom de son acolyte, voilà, dans les années fin 70, voilà, qui était un magasin de disques puis un label et qui a eu un certain succès en sortant notamment le premier Gun Club, les Cramps et puis plein d'artistes et français et beaucoup d'artistes français. Est-ce que tu le sais? Pourquoi je me hais? Pourquoi je me bats? Toujours contre toi, je cherche à détruire tous tes préjugés. Je cherche à détruire toutes tes croix gammées. Rock'n'Roll Vengeance de La Souris Déglinguée, sorti sur le label New Rose en 1981. Et je me suis dit que ça sera une bonne idée de calquer ce modèle-là. C'est comme ça que je me suis retrouvé à aller voir mes amis de Born Bad, du magasin de disques Born Bad, dont j'étais déjà proche, pour leur proposer de faire le label du magasin. L'idée étant évidemment d'être efficace
et puis gagner du temps, et puis bien en a pris, parce que d'avoir comme ça une vitrine physique qui proposait mes productions et sorties de façon privilégiée 6 jours sur 7, 8 heures par jour, me donnait un avantage certain sur tous les autres labels qui étaient un peu livrés à eux-mêmes. Et ce qui est drôle, c'est que très longtemps, c'est le magasin de disques qui a porté le label, parce que le magasin de disques était déjà une institution sur ces musiques alternatives et radicales. Et puis les choses se sont un peu inversées au fil des années, puisque le label est devenu maintenant beaucoup plus connu et populaire, avec son rayonnement international, que le magasin. Donc ça a été vraiment une collaboration gagnant-gagnante, du bon business, comme on dit, pour les uns, pour les autres. Après, voilà, concrètement, comment ça s'est passé ? Nous sommes 2 structures différentes, c'est-à-dire que nous sommes 2 SARL qui coexistent. Je ne suis pas associé du magasin. Les gens du magasin ne sont pas associés du label. Et on a des intérêts communs, évidemment, mais on mène chacun notre chemin. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun regard ni droit de regard sur mes politiques de signature. Il y a d'ailleurs énormément de disques que je sors dans lesquels ils ne se retrouvent pas du tout, puisque le magasin, malgré tout, reste beaucoup plus fidèle à ses esthétiques du départ, qui sont les musiques très assez violentes, punk, hardcore, garage. Voilà, alors que le label, désormais, a un spectre musical beaucoup, beaucoup plus large, qui va de la world music en passant par le rock, le post-punk, la pop. Voilà. J'ai très vite vu quelles étaient les attentes et goûts du public de Born Bad, et en même temps ses limites. C'est-à-dire que Born Bad avait déjà énormément de détracteurs qui pensaient que sortie de Jane Vincent et Vince Taylor, et puis coller des bières chaudes, point de salut. Donc très tôt aussi, j'ai eu envie de jouer et casser cette image-là, et c'est pour ça que très rapidement, j'ai sorti Bip, sortant de nulle part, qui était une compilation qui documentait les pionniers, c'est un bien grand nom, mais en tout cas tous ces jeunes groupes balbutiants qui s'appropriaient bon an mal an les synthés, les boîtes à rythme, pour faire une espèce de new wave un peu bancale, voilà, les espèces de parents pauvres, on va dire, français de Kraftwerk. J'écris d'un pays pas ordinaire, où les gens ne se font plus la guerre. Je t'écris d'un pays tout petit, je t'écris d'un coin de ma folie. Un pays bien clos, bien fait, aux pelouses garnies de vieilles pierres. Un pays véritable autarcie, sans souci d'économanie. Je t'écris d'un pays, Les Visiteurs du Soir, extrait de l'anthologie Bip, sous-titré French Synth Wave 1979-1985, sortie chez Born Bad en 2006, dont c'est la première anthologie et la deuxième sortie du catalogue. Et ça a été fondateur du genre qu'on appelle maintenant la synthwave, le minimal wave, qui étaient des musiques qu'on ne connaissait pas vraiment à l'époque. Ce que j'adore, c'est être confronté à des musiques sur lesquelles j'ai un a priori et réaliser presque à mon insu que je vais pouvoir les aimer. Quand j'ai fait, par exemple, les compilations Schrebrand, justement, qui documentaient les pionniers du rap, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le boogie, c'est-à-dire le funk qui se matine de disco et migre vers le hip-hop. Sur le papier, c'était quelque chose que je détestais. Et puis je me suis surpris à adorer ça. À ton âge déjà fatigué, me répète ma mère complètement alarmée. À propos d'alarme, je viens de foutre police sur la chaîne pourrie de la salle à manger. Pas envie de petit déjeuner, pas de chocolat instantané. Je tiens la pêche les mecs, ça va cartonner. Chiflote un truc d'Elvis Presley, encore un de ces chanteurs anglais. Y en a tellement, je suis fatigué. À mon âge déjà fatigué, du jeune Pierre-Édouard, extrait de l'anthologie France Schrebrand French Boogie 1981-1985, sorti chez Born Bad en 2015. Ce qui fait la singularité déjà du label, c'est que déjà dès le départ, j'ai développé le label sur les 2 actes. Les groupes actuels, les rééditions. C'est quelque chose qui a tout de suite été présent et qui à l'époque était assez novateur, même si aujourd'hui c'est devenu un peu la nouvelle matrice des labels. Désormais, tous les labels jouent sur les 2 tableaux. À l'époque, tout de suite, c'était intégré, tout de suite était assimilé. J'alternais un groupe actuel, une réédition, un groupe actuel, une réédition. Ce qui fait la singularité de label, de Born Bad, c'est que je ne ressors que des artistes français.
quel que soit le genre musical. Et ça me donne une liberté. Ça me permet de couvrir un spectre qui est extrêmement large. Donc ça, c'est quelque chose dont je tire en plus beaucoup de satisfaction parce que c'est amusant pour moi aussi d'éternellement repousser mon propre champ d'investigation. D'un seul coup, tu te dis, tiens, j'ai des projets en cours, je veux faire des projets sur la musique antillaise, et pendant 2-3 ans, tu te retrouves à immerger, à n'écouter plus que de la musique antillaise, à ne chiner plus que des disques de musique antillaise, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose dont je tire beaucoup de satisfaction. Je le prends comme un jeu, en fait. Jerk Vidé de David Martial, extrait de l'anthologie Disques Larrié, sous-titré 60s French West Indies Boubou Galou, sorti en 2017. C'est ce qui fait la singularité, c'est aussi une volonté aussi d'inscrire les groupes actuels dans une certaine durée. C'est présenter les groupes actuels que je produis comme les enfants, les petits-enfants de tous ces gens qui les ont précédés. Il y a vraiment cette idée de filiation, cette idée d'être dans une culture et une histoire de la contre-culture en France. Transmission. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Je suis extrêmement démarché, mais en tout et pour tout, il n'y a que Cannibal que j'ai signé sur la foi d'un envoi de mail, où j'ai été contacté comme ça. Sinon, c'est réellement toujours moi qui suis dans la prospection, à l'affût, aux aguets, et qui vais de moi-même chercher les groupes que je veux avoir sur le label. Moi, le live est évidemment un des critères déterminants dans mes signatures, c'est-à-dire que c'est en live que je découvre les artistes. C'est ce qui m'importe aussi, c'est la claque du live qui m'importe, c'est ça qui détermine mes choix. C'est-à-dire qu'un groupe avec un très bon live aura davantage mes faveurs qu'un groupe moyen dont les disques sont excellents. Autre chose aussi, je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais besoin, on va dire tous les 2-3 ans, d'avoir des projets qui sortaient un peu des chemins balisés. Et j'avais besoin comme ça de sortir de ma zone de confort en m'engageant sur des projets qui me demandaient peut-être un peu plus d'implication, plus d'incertitude aussi, mais qui étaient extrêmement motivants. Ça a été le cas quand j'ai fait Groupe Doux et Cheveux, ça a été le cas quand j'ai fait Mazouni, où j'ai dû aller en Algérie, et puis plus récemment, le Star Feminine Band, qui est un groupe de jeunes filles mineures du Bénin. Idée Soucé du Star Feminine Band, sorti en 2020. Mais il y a des gens qui ont vu une trahison, c'est-à-dire le JB, il a pété les plombs, il a trahi, il se prend pour un autre. Et oui, c'est pas grave. Avec le recul, je me dis à quel point ces chapelles, ces donneurs de leçons, ces gens qui sont persuadés de détenir la vérité sont ennuyeux et chiants. Cette ouverture d'esprit, j'ai mis des années à l'avoir. Voilà, moi je suis un petit bouseux de banlieue, un peu pecno, autodidacte. Voilà, moi aussi je suis arrivé dans cette profession avec mes certitudes, avec mon arrogance. Voilà. Moi, je fais partie aussi des labels, et c'est important, qui produisent les disques qui sortent. Il y a beaucoup de labels, en fait, qui reçoivent des albums tout prêts. Ils les envoient à l'usine et ils essaient ensuite de les vendre. Moi, je suis vraiment présent à tout niveau. C'est-à-dire que c'est moi qui envoie les artistes en studio, c'est moi qui pilote les mix, c'est moi qui initie les mastering. Sur les questions de pochette, je suis souvent très présent. Il y a quand même ce truc-là qui se raréfie parce qu'évidemment, tout ça a un coût important. Tout ça est une prise de risque supplémentaire. Vous comprenez bien que c'est beaucoup plus confortable d'apprécier un album une fois qu'il est déjà enregistré que de se lancer comme ça dans le vide avec un groupe en allant en studio.
La fin au début, Cheveux 2010. Cheveux, c'est pareil, c'est un groupe, ils avaient sorti un 45 tours sur un label américain et j'avais déjà été interpellé par la créativité du groupe. Cette espèce de mélange comme ça, un peu renouvelé de boîte à rythme et de chevauché comme ça, un peu garage, cette espèce de truc très punk, très arty, que je trouvais totalement insolite et inédit. Voilà, c'est confus pour moi parce que comme je disais, une signature, elle se fait pas en un coup de fil, en un coup de main. En général, c'est des processus qui sont assez longs et puis c'est des signatures qui s'imposent presque à vous d'elles-mêmes. Quand vous faites un label, espérez faire tourner votre société sur la simple foi des ventes de disques, c'est une pure chimère, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. Vous êtes obligé de compter sur un faisceau de revenus pour que votre société et votre label soient fiables. Donc moi, au nombre de ces revenus, il y en a plusieurs. Je fais de l'édition, je fais de la production, je fais de la synchronisation. La synchronisation, c'est de placer des morceaux du catalogue dans des pubs, dans des films, dans des documentaires. Et puis, il y a aussi, et ça fait une des singularités de BornBad, le fait de travailler, d'être ce qu'on appelle un broker pour une grosse usine de pressage de disques en Mayenne qui s'appelle MPO. C'est-à-dire que je fais l'interface pour le compte de l'usine entre des petits labels que j'aide à fabriquer des disques et l'usine. Donc, je suis commissionné pour ça et c'est en partie comme cela que je gagne ma vie. Les subventions, je m'y suis mis très tard parce que dans un premier temps, je voulais être le plus indépendant possible et que ça me semblait contraire à mon idée d'indépendance que d'être financé par des subventions. Et puis à un moment donné, j'en ai plus le choix parce que mes coûts de production étaient tellement élevés que je ne pouvais pas les recouper sur la foi de mes simples ventes. Il faut bien comprendre que quand vous êtes producteur et label, votre activité est régie par une convention collective qui est celle de l'édition phonographique, qui est extrêmement contraignante parce qu'elle est héritée pour l'essentiel des années 90, on va dire, période faste pour la musique. Et le problème, c'est que la conjoncture n'a eu de cesse de se détériorer depuis 30 ans et qu'on continue à être régi par la même convention avec les mêmes contraintes qui sont insupportables aujourd'hui. Donc, par exemple, au titre de ces contraintes, il faut savoir qu'un artiste qui est en studio, c'est assimilé à du travail. Donc, ça implique un contrat de travail. Donc, des salaires avec toutes les charges que ça induit. Donc, quand vous vous retrouvez avec 5-6 artistes en studio, ça prend ça coûte des fortunes réellement. Un disque aujourd'hui produit conformément aux exigences de la convention collective de l'édition phonographique, vous êtes tout de suite à 15-20 000 euros. Il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour comprendre que si derrière vous vendez 2-3 000 disques, qui est déjà énorme à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes loin d'avoir recoupé vos investissements. Donc voilà, le fait d'actionner des subventions, c'est plus ou moins imposé de lui-même, parce que c'était ça, je restais dans l'illégalité. Donc je ne respectais pas la convention collective et je prenais un risque qui n'était plus possible vu la notoriété du label. Soit je perdais de l'argent. Alors, une subvention sur un coût global de production d'albums, je pense j'arrive à récupérer après à peu près 30%, 40%. Donc, c'est évidemment un coup de main inespéré. Il y a énormément de labels qui ont du mal à avancer parce qu'ils sont tributaires des ventes de la sortie et de l'album qu'ils ont en cours. C'est-à-dire, en gros, tu sors un disque, tu attends de générer des ventes et avec l'argent que tu tires de ces ventes, tu réinvestis dans un autre album. Moi, au fil des années, je me suis fait un petit bas de laine, soit un fonds de roulement qui me permet de mener de front plusieurs productions. Donc, j'ai à l'heure actuelle au moins une dizaine de projets qui sont en cours de production. Donc ça, il faut un souffle et une assise financière qui est difficile à constituer. Ça prend des années à se faire un fonds de roulement de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. I Won't Come Back, JC Satan, 2018. JC Satan, c'est un groupe qui m'a beaucoup démarché, mais à chaque fois, ça tombait jamais au bon moment. Il y a des groupes comme ça, vous savez qu'à un moment ou un autre, ils seront sur votre label.
Mais à chaque fois, c'était des rendez-vous manqués, parce qu'il faut bien comprendre que vous êtes engagé sur des projets, d'autres projets, et que vous ne pouvez pas, hélas, sortir tous les disques, produire tous les disques que vous souhaitez, quoi. Donc là, l'alignement des planètes a tardé à se faire, et ils ont dû me solliciter au moins sur 2-3 albums avant qu'on puisse enfin trouver le temps, et moi l'argent, le temps de sortir un disque. Et c'est vrai que ça s'est fait dans la durée. Ça a été le cas aussi avec un groupe comme Feeling of Love. Ça a été long. Mais moi, j'aime les frics. J'ai toujours eu le sentiment à certains égards, j'ai le sentiment d'en être un. Donc, je signe des gens qui sont à mon image. Donc, j'aime les gens radicaux. J'ai une vision romantique et romanesque du rock'n'roll. Moi, ce que j'aime, c'est les losers magnifiques. C'est les mecs foireux et flamboyants en même temps. C'est les gens qui cherchent, les gens qui errent. J'ai toujours été touché par ça. C'est toujours ces gens-là qui m'ont fasciné. Le loser magnifique, qui conjugue le pire avec le meilleur. Et c'est ça qui me plaît. C'est comme ça, en côtoyant ces gens, que je me sens vivant. C'est comme ça que je crois être aussi, c'est-à-dire brillant et minable à la fois. Et c'est comme ça que j'ai mon rapport à la vie. Et comme ça, on-off, plus, moins, assez manichéen. Et j'aime les artistes comme ça, tu vois. Backpackers, Villejuif Underground, 2018. C'est pour ça que je continue encore aujourd'hui. Tu vois, quand tu signes avec des Villejuif Underground, des Brian Magic Tears, tu sais que ça va être compliqué et t'es pas déçu. C'est à la hauteur de ce que t'espérais. Ils te cassent les couilles matin, midi et soir et on se donne pour créer des situations rocambolesques que je maudis et dont je me délecte à la fois. Ce qui est très déstabilisant, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup d'affect. C'est-à-dire qu'en général, les artistes que je signe, je les prends au début. Donc, la vision qu'ils ont de la profession, la perception qu'ils ont d'eux-mêmes est assez vague. La plupart se considèrent rarement comme des artistes, d'ailleurs. Donc, en général, c'est moi qui vais leur ensiffler une certaine ambition dans un premier temps, leur donner confiance en eux, les aider à se professionnaliser et me faciliter ainsi par la suite le développement du groupe. Mais c'est vrai que quand vous partez de très bas, vous êtes un peu obligé de faire manager, infirmier, médecin, papa, nounou. Voilà, vous êtes obligé d'être extrêmement polyvalent, extrêmement présent, ce qui est gratifiant d'ailleurs et intéressant. Voilà, et c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que c'est une vraie relation de travail où on avance ensemble. Je ne peux pas porter à bout de bras les artistes. Je ne peux pas... les artistes, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils restent les locomotives de leur succès à venir. C'est-à-dire que moi je suis dans les wagons derrière à leur faciliter la tâche, mais je ne peux pas faire tout à leur place. Carapace, The Wild Classical Music Ensemble, 2019. Le Wild Classical Music Ensemble est un groupe qui est constitué de personnes handicapées mentales, donc des autistes, des trisomiques. C'est typiquement le genre de projet que j'ai envie de défendre et de signer sur le label parce que c'est notre expérience, c'est autre chose, ça m'apporte beaucoup aussi. L'expérience déjà me permet de savoir où je vais, c'est-à-dire avant même que le disque sorte, je suis assez conscient des leviers que je vais pouvoir actionner, des retombées que je vais pouvoir avoir et des potentiels de vente. C'est très rare que je sois surpris, en mal ou en bien d'ailleurs. Il y a très peu de disques qui ont marché que je n'avais pas vu venir, il y a très peu de disques avec lesquels je me suis vautré et je ne le savais pas en amont de la sortie du disque que j'allais me vautrer. Donc ça, c'est le fruit de l'expérience. Ne réfléchis pas trop, juste fais les choses.
Je continue d'ailleurs beaucoup à fonctionner comme ça, soit à l'écoute de tes envies, de ce que tu as envie de faire, et en étant sincère, en étant déterminé, tu te démerderas, le disque trouvera son public, le groupe trouvera son public, et tu arriveras à avancer. Mais ça reste un credo. Toujours aujourd'hui, je fonctionne comme ça d'ailleurs. Souvent, les gens me trouvent assez brutal, assez bourrin pour dire les choses que j'aime, mais c'est quelque chose que je cultive. Si tu commences à intellectualiser ce que tu fais, si tu commences à réfléchir à ce que tu fais, c'est la meilleure façon de ne pas les faire en définitif. Sphinx, la femme, 2016. Ce qui est déstabilisant et que je commence à mieux comprendre, c'est que quand j'ai commencé, je travaillais avec des groupes qui avaient mon âge. Il s'est passé 15 ans. Et c'est vrai que les artistes avec lesquels je travaille aujourd'hui sont évidemment beaucoup plus jeunes. Donc dans ma relation aux artistes, celle-ci a changé. C'est-à-dire que certaines errances sont des choses par lesquelles je suis déjà passé, que j'ai déjà réglées et qui m'intéressent beaucoup moins. Ça fait 2 générations de gens que je côtoie qui se défoncent la gueule, qui fait n'importe quoi. Donc, je suis moins patient que je ne pouvais l'être il y a 15 ans, tu vois. C'est des cramés, là, les jeunes. Enfin, tu vois, moi, c'est toxico à mort, alcoolo à mort. C'est chaud, hein. Moi, ma génération, les gens, ils picolaient. Il y avait très peu de drogue, en réalité. Là, maintenant, les jeunes, ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Tous. Tout le monde en prend. La coke, tout le monde, le speed, tout le monde, l'alcool, tout le monde. Bon, après, moi, j'ai beaucoup de frics quand même sur le label. Ils font des sessions, 72 heures, 3 jours de débauche, après, tu les vois pas. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi tout le temps, quoi. Des espèces de vie complètement dissolues. Hein. T'as encore des gens qui vivent comme ça, quoi. Tant mieux. Bon, tant mieux, tout pas, j'en sais rien, mais t'as quand même des mecs comme ça qui sont dans une certaine marginalité dans la musique. Ça fait du bien, tu vois, par rapport à tous les groupes qui arrivent, qui ont sorti 2 disques, qui ont déjà des plans de carrière, sorti un truc, ils ont déjà un éditeur, manager, machin bidule, t'expliques qu'ils vont faire le tremplin Ricard, le machin bidule. Enfin, tu vois, t'as des mecs, c'est assez flippant, quoi. Je vais te raconter une histoire qui est assez marrante. J'ai une fille, elle est fan de Angèle. Et donc, j'ai récupéré des places pour le Bercy, un des Bercy d'Angèle. Cette chère Angèle a fait 4 Bercy sold out. Donc, je récupère des places et j'avais pas dit à ma fille que j'avais les places. Et donc, je l'amène là-bas et je me rappelle dans la voiture à quel point elle faisait la gueule, étant persuadée qu'elle allait se taper encore un groupe de merde de Band que sort son père. Et donc, quand on est arrivé à Bercy, qu'à la fin, je lui ai donné le billet, elle a écrit Angèle, elle n'en revenait pas, je l'ai sentie soulagée. Voilà, donc oui, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est formidable avec les gosses. Tu vois, par exemple, elle est fan de Dominica, alors que j'écoute peu Dominica, et d'Angèle et Roméo Elvis, c'est truc dégueulasse. Elle adore cheveux, elle adore, voilà, les enfants sont sans filtre, ils s'approprient les choses comme ils veulent. Moi, j'aime pas trop le bon goût chez les enfants. Je pense même ça, je trouve ça même effrayant. Moi, j'ai envie qu'elle développe son propre goût, donc je la laisse plutôt aller vers vers quoi elle a envie. J'essaye pas du tout de la diriger. Elle adore Angèle. Je lui fais croire que j'adore Angèle. Elle trouve le Villejuif Underground nul à chier. Pas de problème. Elle trouve usé, moche et laid. Pas de problème. Alors, elle est très fière. Toi, par exemple, on a été à la médiathèque de Romainville, louer des livres, et il y avait le disque Chevance à louer. J'ai vu qu'elle était fière. Après, elle voit bien quand je suis dans des journaux, des choses comme ça. Voilà, on a affaire à des jeunes générations qui sont sensibles à ces notions de célébrité, ces notions de médiatisation. Elle a le sentiment que je suis quelqu'un de connu. La blague. Elle a le sentiment, elle voit bien que ce que je fais suscite de l'intérêt. Je pense que fondamentalement, elle ne comprend pas pourquoi je suscite de l'intérêt, parce qu'elle ne doit pas trouver ça très bon. Et puis voilà, et puis c'est bien.
Je me rends bien compte que le label est utile. En même temps, je trouve qu'il est totalement... C'est assez futile ce qu'on fait. Tu vois, on est 8 milliards d'humains. Mes enjeux, c'est essayer de vendre 2000, 3000 disques. Fondamentalement, tout ça n'a aucun sens et tout ça ne sert à rien. Transmission, un podcast mensuel produit par arteradio.com avec la FAB, Fonds de dotation Agnès B.